Merci d'être venus si nombreux pour parler d'Europe. C'est bien, les sujets européens vous passionnent, vous intéressent. Et mais non, c'est bien normal car nous vivons une crise inédite de l'Union européenne, une crise existentielle dont finalement la confrontation entre le gouvernement italien et la Commission européenne est un symptôme supplémentaire. Et ça me paraît particulièrement important d'en parler aujourd'hui. Nous nous sommes persuadés que l'Europe court à sa perte et que pour la sauver, il faut procéder à un certain nombre de ruptures fortes, de ruptures radicales, qui commencent d'abord, et c'est aussi ce qui nous rassemble, par la dénonciation des traités européens qui sont comme des camisoles de force pour les peuples de l'Union. Cette dénonciation, elle se décline après en politique, en préconisation politique, et nous passons notre temps avec Younous, avec Jean-Luc aussi, à dire que si nous ne sommes pas capables de nous émanciper de la sacro-sainte trinité, c'est-à-dire la libre circulation des capitaux, le libre-échange généralisé et également la concurrence libre et non faussée, eh bien nous ne pourrons jamais sauver l'Europe. Or, notre ambition, précisément, c'est de sauver l'Europe. Mais pour ça, il faut des ruptures. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, j'ai quitté le Parti Socialiste avec de très nombreux amis la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle aussi je m'apprête à quitter le groupe social-démocrate. C'est que je considère que la social-démocratie européenne, aujourd'hui, ne peut pas incarner ces ruptures fortes, ces ruptures radicales que nous appelons de nos voeux. On ne peut pas se contenter, compte tenu de l'importance de la crise, de réponses fades, de réponses convenues. On ne peut pas non plus se satisfaire d'une forme de double langage, de duplicité, qui consiste à dire pendant les élections le contraire de ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé au pouvoir. Je raconte toujours, mais ceux qui nous suivent depuis un certain temps déjà le savent, je rappelle toujours cet épisode de l'élection européenne de 2014, où nous avions tonné pendant 6 mois contre la candidature de Jean-Claude Juncker, dont on disait qu'il était le VRP des paradis fiscaux, et puis la première réunion du groupe social-démocrate, on m'a demandé de voter pour lui. Et c'est finalement cette duplicité qui est trop douloureuse à supporter et qui explique aujourd'hui la démarche qui est la mienne. Mais au-delà de cette démarche personnelle, il y a une démarche commune parce que nous faisons une analyse de plus en plus convergente. D'abord, nous considérons que seuls les hypocrites et les naïfs déplorent les effets dont ils chérissent les causes, comme dirait Bossuet, c'est-à-dire tout le monde s'alarme de la progression effarante des nationalismes, des populismes, de l'extrême droite, sans se rendre compte qu'il y a un lien de corrélation évidente avec les politiques qui sont menées au sein de l'Union européenne depuis près de 20 ans et qui conduisent les pays à la ruine parce que l'austérité budgétaire reste la règle partout en Europe. Et pour cela, nous voulons incarner un camp qui non seulement résiste, mais qui fait des propositions pour renouer avec la souveraineté populaire et renouer avec une certaine idée de l'Europe au service des peuples. Et une Europe qui se fait sans pour autant défaire la France. Ça sera, je pense, un axe très important de la campagne des élections européennes qui nous opposera de façon brutale à Emmanuel Macron, qui lui, au contraire, et tout ce qu'il fait et toutes les politiques qu'il mène depuis qu'il est arrivé au pouvoir en témoignent, consiste à détricoter méticuleusement le modèle social français, les services publics, le système de retraite, au nom des préconisations d'une Commission européenne qui, depuis très longtemps, a perdu de vue l'intérêt général des citoyens européens. Donc voilà, le temps du sursaut est venu, et ce sursaut, évidemment, il passe par l'addition des forces. Alors, au Parlement européen, nous avons décidé, même si, depuis très longtemps avec Younous, et avant avec Jean-Luc quand il était membre du Parlement européen, les convergences, elles étaient évidentes. Mais nous avons décidé de franchir une étape supplémentaire, parce que pour incarner ce sursaut, et pour lui donner un contenu politique, eh bien, il faut travailler davantage ensemble. Donc les convergences sont en train de se mettre en place. Le travail commun a déjà bien travaillé, bien commencé. Nous avons notamment dans notre programme de travail un certain nombre de priorités, la lutte contre l'évasion fiscale, parce que l'événement de la semaine, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes tous là, c'est évidemment la révélation d'un énième scandale fiscal, les Cum Ex-Files, à hauteur de 55 milliards, qui succède aux Panama Papers, à LuxLeaks, à SwissLeaks, et qui doivent être une priorité de l'Union européenne, la lutte contre l'évasion fiscale. Mais c'est aussi évidemment les combats écologiques. Aujourd'hui, au Parlement européen, nous allons voter une directive sur le plastique qui est très importante, parce qu'il s'agit quand même de faire rentrer l'Union européenne dans un autre modèle de développement. Et puis enfin, ce qui nous tient particulièrement à cœur,
c'est la lutte contre le libre-échange généralisé. Je ne reviens pas sur tous les combats qui ont été le nôtre contre le TAFTA, contre le CETA. Je rappelle que le CETA, il y a une mise en application provisoire, mais l'Assemblée nationale n'a pas encore voté. Donc nous avons tout un travail encore de popularisation et de lutte pour éviter ce vote du CETA à l'Assemblée nationale, mais surtout, notre actualité à nous, eurodéputés, c'est le vote prochain du CETA, le traité de libre-échange avec le Japon, qui a exactement la même forme et les mêmes conséquences néfastes que le CETA, et nous avons déposé avec Younous Omarjee plus de 30 amendements qui visent précisément à faire échec à cette politique folle, à cet activisme débridé de la Commission en matière commerciale qui se traduit tout simplement par l'affaiblissement de nos territoires, de nos savoir-faire, des salariés, des entreprises qui composent l'Union européenne. Voilà des priorités très concrètes, donc des convergences incontestables, la volonté de travailler en commun, celle d'œuvrer pour une autre Europe, celle aussi de faire l'Europe sans défaire la France. Tout ça explique le rapprochement dont on vous parle aujourd'hui. C'est une étape importante, c'est une étape prometteuse pour tous ceux qui veulent, comme nous, construire une Europe au service des peuples. Et j'ai fait mes 5 minutes, tu vois. Hyper discipliné. Hein. Le Parlement européen, c'est 1 minute. Un discours fleuve. Oui, passer 2 minutes, on peut commencer à dire 2 minutes. Merci Emmanuel. Emmanuel l'a dit, l'Europe est engagée aujourd'hui dans une marche aveugle, conduite par des aveugles vers le précipice. Et les aveugles qui conduisent l'Europe vers le précipice, nous les connaissons, c'est ce triumvirat, sans doute le plus détesté d'Europe, que sont Macron, Juncker et Merkel. Et c'est pourquoi nous ferons en France, des européennes, un référendum anti-Macron. Et nous commençons cette bataille déjà ici au Parlement européen, dans les combats que nous menons et qu'Emmanuel a rappelés, et qui sont d'abord des combats pour la démocratie européenne. J'interviendrai cet après-midi en plénière sur ce qu'ils appellent le bilan du traité de Lisbonne. Eh bien, ce sera une occasion pour nous de rappeler que le traité de Lisbonne a été une violence faite à la démocratie européenne. Une bataille pour la démocratie européenne, c'est aussi une bataille contre ces lobbies très toxiques qui portent atteinte considérablement à la bonne avancée des politiques européennes dans tous les domaines et en particulier dans les combats écologiques. Et nous allons continuer avec Emmanuel la bataille pour interdire définitivement la pêche électrique. Il se prépare actuellement dans le Parlement européen un certain nombre de compromis pour remettre en cause le vote de notre Parlement. Eh bien, je suis heureux qu'Emmanuel soit à mes côtés pour être renforcé dans ce combat qui est devant nous. Et puis, il y a aussi la question des pesticides qui n'est pas terminée au niveau européen, où là encore, nous allons devoir batailler ferme pour que le travail que nous avons fait dans la commission spéciale sur les pesticides rencontre un certain nombre de votes en plénière au Parlement européen. Et puis enfin, un dossier très important concernant la démocratie européenne, que Emmanuel connaît bien, puisqu'on a commencé à travailler ensemble là-dessus, c'est les lanceurs d'alerte. Vous savez que sans les lanceurs d'alerte, beaucoup de scandales qui ont été révélés n'auraient pas pu voir le jour. Mais beaucoup de scandales n'auraient pas pris cette dimension-là si les lanceurs d'alerte, dès le départ, avaient été protégés. Il y a un rapport actuellement qui est dans le tube au Parlement européen. Nous avons beaucoup contribué à ce rapport dans nos différentes commissions et nous veillerons à ce que les fonctionnaires de la Commission européenne, les personnes qui travaillent dans les agences européennes, les personnes qui sont à la Banque centrale européenne, par exemple, soient aussi couverts par la protection qui est due aux lanceurs d'alerte. Enfin, je veux dire que la question pour nous de la rupture avec les traités européens est une question essentielle qui irrigue finalement l'ensemble des combats que nous portons ici au Parlement. C'est un moment important que la création
entre Emmanuel et moi d'une structure de coordination commune qui verra la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions communes et aussi des votes convergents en plénière. Enfin, la dernière chose, et vous le savez, nous avons créé un mouvement européen, maintenant le peuple, avec nos partenaires portugais, espagnols, danois et suédois. Maintenant le peuple, et nous avons engagé déjà un certain nombre d'actions contre l'évasion fiscale. Nous avons une action qui va bientôt être engagée sur la lutte contre la précarité et une action contre l'Europe de la guerre. Et évidemment, Emmanuel est le bienvenu dans la coordination des députés de maintenant le peuple, et je crois que par les combats que tu mènes, tu pourras nous apporter beaucoup sur ces questions. Enfin, la dernière chose, c'est les accords de libre-échange. Nous avons déposé beaucoup d'amendements sur le JEFTA. C'est une bataille que nous allons devoir mener fermement. Nous avons lancé l'alerte déjà quand le président Juncker a été signé un préaccord au Japon, et nous bataillons ici au Parlement européen pour que violence ne soit pas faite avec cet accord, et nous mettons déjà en garde sur le fait que le président Juncker et la majorité ici au Parlement européen veulent faire revenir par la fenêtre cet accord qui a été rejeté avec les États-Unis, qui est l'accord du TAFTA. Voilà. Je laisse la parole à présent à Jean-Luc Mélenchon. Mes deux amis se sont exprimés. Mes deux amis se sont exprimés sur le fond. Nous avons le sentiment d'une situation d'urgence en Europe, entre les objectifs que j'ai pu connaître qui étaient donnés par le mouvement socialiste ou le mouvement communiste à l'époque, à la construction européenne, ce que nous avons sous les yeux, naturellement tout le monde voit le gouffre. Mais à la limite, ce devrait être qu'un épisode de plus de malentendus dans l'histoire. Ce qui est singulier dans le moment que nous vivons, c'est le caractère dramatique des événements, qui semble une nouvelle fois pousser le vieux continent au chaos et à l'affrontement interne. Cette prison des peuples qui est devenue l'Union européenne vient de s'exprimer d'une façon qui pour nous, bien sûr, pose problème, parce que les protagonistes sont la Commission européenne, que nous combattons, et le gouvernement italien, que nous combattons aussi. Alors on pourrait dire que tout ça, c'est pas nos affaires, mais si, c'est nos affaires. Parce que pour la première fois, la Commission européenne s'affronte au budget voté par le Parlement d'un État, et elle s'affronte alors même que ce budget est dans les clous des traités budgétaires. Ce qui est reproché au gouvernement italien, c'est de ne pas respecter l'engagement du précédent gouvernement italien qui avait été acquis sous la pression de la Commission européenne. Dès lors qu'il ne s'agit plus simplement du respect des traités, mais d'un profil budgétaire, on voit bien que c'est une dépossession de la souveraineté des nations, des États, des peuples, quoi qu'on pense des choix qu'ils ont faits. On peut parfaitement condamner les choix politiques ou ne pas être d'accord avec les choix politiques des Italiens, mais il reste que c'est les Italiens qui ont quand même le droit de décider ce qui est bon pour l'Italie. Et là, non, M. Juncker et ses amis, ses collègues, ses partenaires, M. Moscovici et les autres, ont décidé qu'il y avait un arbitre d'une dimension supérieure, la Commission européenne. Beaucoup d'observateurs superficiels avaient négligé auparavant la violence qu'avait été la décision de couper les fonds à Chypre parce que Chypre refusait d'appliquer un mémorandum. Il ne s'était pas trouvé une voix au Parlement chypriote pour approuver le mémorandum que l'Union européenne avait imposé à ce pays. Et on avait considéré, à savoir pourquoi, que tout ça n'était pas bien grave. Après quoi, la même violence a été commise contre la Grèce, en la privant, elle aussi, de monnaie. Et c'est à coup de... C'était 60 € par jour que les Grecs avaient droit. Et là aussi, on a considéré que c'était pour leur bien qu'il fallait les châtier rudement. Et de fil en aiguille, on est arrivé à cette situation où M. Juncker a pu dire il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités. Et jusque-là, on avait cru comprendre, je me répète, que
il fallait strictement appliquer les traités, qu'il n'y avait plus de souveraineté populaire pour le reste. Maintenant, on découvre que même dans le cadre des traités, il n'y a pas de démocratie, puisque le peuple italien a voté d'une manière, il a constitué un gouvernement et la Commission décide d'une autre. C'est donc un moment spécialement dramatique. Évidemment, nos adversaires ouvrent un front dans le pire angle qui soit pour nous. Parce qu'en allant affronter le gouvernement de M. Salvini, d'une certaine manière, il lui donne un label de respect de la souveraineté populaire qu'on aurait préféré qu'il n'ait pas. Mais enfin, il faut nous exprimer sur le sujet en pensant que nous représentons le peuple français. Et dans cette affaire, aujourd'hui comme à des occasions précédentes, les Français ont intérêt à défendre tous ceux qui défendent la souveraineté populaire, parce que l'identité nationale des Français est une identité républicaine qui se confond avec l'idée de souveraineté populaire. C'est la raison pour laquelle il faut évidemment prendre parti pour le gouvernement italien contre la Commission européenne, même si on désapprouve le gouvernement italien, ce qui est notre cas, tout en désapprouvant la Commission européenne. Le moment venu, on répondra s'il le faut sur ce sujet. Les autres grands dossiers ont été évoqués par mes deux amis, je m'en tiens à un seul. Je suis ici parce que, en tant que président du groupe parlementaire La France Insoumise au Parlement national, en France, il se trouve que ma mission est inclut non seulement le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, mais des tâches de coordination de l'action parlementaire de La France Insoumise. Ce n'est pas ce qui me prend le plus de temps, puisque jusqu'à présent, cette coordination se limitait à me coordonner avec Younous Omarjee, qui participe à intervalles réguliers à la réunion du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Tout ça n'a pas valeur de règle à inclure dans le bronze, c'est quelque chose qui s'est fait à mesure, avec pragmatisme, des besoins. Dans la mesure où les amis d'après, autour de Emmanuel Morel, et de cette scission qui vient d'intervenir dans le Parti socialiste, ont souhaité avoir un dialogue et une construction politique commune dans le cadre du label La France Insoumise, chacun restant ce qu'il est pour le reste, je suis venu ici pour marquer d'une façon un peu solennelle le moment où une coordination est créée entre Younous Omarjee et Emmanuel Morel et voir avec eux les premiers dossiers qui passent et comment nous pouvons combiner notre travail. Aujourd'hui, par exemple, passent les plastiques, et pour nous, c'est une question qu'on a traitée à l'Assemblée nationale, et c'est notre intérêt, à nous qui avons la réputation d'être peu européens, justement, notre intérêt est de montrer l'articulation entre les deux niveaux de décision, le niveau européen et le niveau national. Car nous avons présenté de nombreux amendements sur cette question de la plastification des mers, notamment. Voilà. Donc c'est ça que je viens regarder de près avec eux, comment on va travailler, et surtout que l'idée c'est qu'on présente, qu'on soutienne, qu'on présente ensemble une liste aux élections européennes. Si bien que le savoir-faire d'Emmanuel Morel et de Younous Omarjee est très précieux pour nous, parce qu'au contraire de l'Assemblée nationale, quand les eurodéputés, nos eurodéputés arriveront dans cette Assemblée, nous aurons un noyau autour duquel organiser leur action avec des gens qui ont une expérience, une connaissance des procédures et des lieux, parce que vous avez remarqué que connaître les lieux ici, ça fait partie de la connaissance des procédures, parce que sinon on peut errer pendant des heures sans savoir où aller déposer son amendement ou défendre son point de vue. Mais bref, on aura un noyau. Et pour nous, c'est important aussi de préparer en amont les formes du travail commun. Moi, je dois apprendre comment ça peut fonctionner, ce travail commun. J'ai été eurodéputé, donc j'ai une idée de comment tout ça fonctionne ici. Mais comment on fonctionne en combiné eurodéputés, députés nationaux, non, je ne sais pas. C'est la première fois que je suis conduit à organiser ça. Voilà. Alors, évidemment, quand on aura constitué notre groupe, quelqu'un se chargera de la liaison entre les deux groupes. Bon, je n'ai pas réfléchi si c'est moi qui vais le faire ou un autre, mais ou une autre, mais sans doute devra-t-on mettre au point des procédures. C'est très important pour nous d'être une seule organisation de combat. Nous avons une expérience, pour certains d'entre nous, du contraire. Emmanuel Morel et moi, nous avons l'expérience plus récente pour lui, plus lointaine pour moi, puisqu'elle a plus de 10 ans, du fonctionnement des groupes parlementaires et des groupes d'élus complètement dissociés les uns des autres, chacun faisant sa petite tambouille dans son coin. Et quand on arrive à l'Europe, vous entrez dans une longue période de diète médiatique, parce que
assez curieusement à la même presse qui s'acharne contre les anti-européens, le reste du temps parle fort peu d'Europe et s'y intéressait assez médiocrement. Donc on est coupé de tout et on a l'impression ici d'être dans une bulle. C'est en partie vrai d'ailleurs. Hein. Bon, c'est quand même une assemblée hors sol, puisque 70% des textes qu'elle vote n'ont aucune incidence pratique. Mais enfin, cette combinaison, pour nous, est un enjeu de la forme particulière que nous construisons. Construire un mouvement est un acte absolument nouveau. Absolument nouveau. Il n'y a pas de schéma préétabli, nous improvisons, nous corrigeons à mesure que nous avançons, et évidemment, ce mouvement est la propriété commune de tous ceux qui y participent et le co-construisent. Voilà, un dernier mot pour dire qu'hier soir, j'ai été reçu par le groupe La Gauche Unitaire Européenne et que j'ai pu y présenter mes observations sur la situation en France, qui alarme bien sûr la vingtaine de délégations qui se trouvent réunies dans la gauche. Il y aura sans doute ici en Europe, au niveau européen, de grosses évolutions de l'organisation politique des groupes. On sait que M. Macron cherche à faire un groupe, alors on n'a pas bien compris si c'est tout seul, ou s'il sera un appendice des libéraux. Bon, on a compris en gros quel sera son profil. On peut imaginer que les nationalistes vont aussi modifier leur organisation dans la mesure où les Britanniques vont devoir quitter le Parlement européen. Bref, on est ici dans une situation en pleine ébullition et en pleine modification. Voilà ce que moi j'avais à dire.